une des meilleures recettes pour créer un cadre en détresse, c'est d'augmenter constamment ses responsabilités, puis de diminuer constamment ses pouvoirs. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Grand Reportage. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, on nous demande au sein de l'entreprise d'être toujours plus performant, brillant, efficace. Mais parfois, la course à l'excellence a un prix, l'épuisement professionnel. Et depuis une dizaine d'années, la dépression sévère reliée au travail se répand chez les cadres. Un mal sournois qui frappe ceux dont on attend le plus et qui, en fait, sont ceux qui, en silence, souffrent le plus. Dans le reportage de ce soir, des cadres témoignent de leur période de vie où ils ont tout simplement craqué. Un sujet encore tabou qui malheureusement peut conduire à l'isolement, voire au suicide. J'étais en train de gosser après le fil de fer. Puis là, à un moment donné, comme sans m'en rendre compte, je fais un nœud avec, je me le passe autour du cou. Justement, j'avais dans mon champ de vision la porte du KGB où l'image me revenait tout le temps de me voir accroché là-dedans. Là, j'ai freaké. Je me sentais tellement fatiguée que je pouvais passer quasiment 24 heures couchée chez moi. Alors, c'était dans la chambre, les lumières fermées, les rideaux fermés, et on ne parle pas à personne. Et ça a duré des jours et des jours de temps. Je me souviens, moi, d'avoir vu la caméra quand il rentre le matin où il disparaît, où le titre dans la presse, il reniait, en fait, le DG de Saint-Charles-Borromée. La face lui change, on le voit très bien, et il est disparu. Daniel qui m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est honte? » Je savais que c'était fini. Un jour, j'ai une femme qui arrive dans mon bureau et qui dit écoutez, je viens vous voir parce que dans mon milieu de travail, dans mon département, dans la dernière année, il y a eu 2 femmes qui se sont suicidées. Et je ne veux pas être la 3e. Partie vers Belle parce que dans ces années-là, on parlait de début de la convergence.
On parlait, là, tout était possible à la télécom, là. Les technologies évoluaient, Internet s'en venait, le monopole levait, et c'était vraiment la business de l'avenir. J'ai eu la chance d'avoir une ouverture là, et j'y suis allé avec beaucoup de plaisir et beaucoup de rêve, là, de voir des choses arriver. Moi, j'ai occupé plusieurs postes dans différents centres hospitaliers comme coordonnatrice des activités. J'ai travaillé aussi comme infirmière soignante et depuis environ 15 ans, je travaillais comme gestionnaire, là, comme chef d'unité. Alors, dans différents secteurs, domaines, médecine, chirurgie. J'aimais tellement mon travail que ça faisait partie de ma vie, en fait. Alors, c'était normal. Je travaillais, puis j'aimais ça. Moi, si on me demandait de résumer une phrase, Léon, c'est quelqu'un qui avait toujours derrière la tête qu'est-ce que je peux faire pour les résidents et en particulier pour les plus démunis. Combien de fois m'avez-vous entendu dire combien j'aimais mon travail? Toute la fierté que je vivais à contribuer à cette tâche énorme et complexe de diriger une partie de ce réseau, d'aider et de protéger les personnes en perte d'autonomie. Il était toujours en train de chercher comment faire en sorte que dans ce milieu-là, qu'il n'y a pas de maudit bon sens, on va essayer de mettre un petit peu de couleur, un petit peu d'humanité là-dedans. En tout cas, comme psychologue, nous, dans notre travail clinique, on le voit, et je dirais que depuis 10 ans, c'est comme une épidémie, je dirais. Ça augmente, et non seulement le nombre, mais je dirais la gravité des épuisements professionnels augmente. Gravité dans le sens, l'état d'épuisement est énorme, les facultés donc de travail, les facultés cognitives sont atteintes, les facultés affectives aussi, de façon plus grave qu'au début. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de cadres épuisés, de plus en plus de cadres à bout de souffle parce qu'ils sont impliqués régulièrement, quotidiennement, dans une course à la performance. Et c'est une performance individuelle, une performance exigée par les conseils d'administration, par les administrateurs, par leurs patrons. Du jour au lendemain, ils décident qu'ils n'ont pas besoin de tant de ressources ou ils n'ont pas les bonnes ressources en main. Alors, très souvent, c'est des licenciements massifs. Et ceux qui ont la sale job de faire ces licenciements massifs-là, ben, c'est les gestionnaires. C'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un gestionnaire de te retrouver à un moment donné puis de dire, bon, j'ai 25 jobs à couper, j'ai 25 personnes à envoyer à la rue. Et là, les RH, les services de ressources humaines vont te fournir des beaux catalogues avec des phrases de frais tout écrites, puis tu comprends la justification financière de ça, tu sais que la compagnie n'a pas le choix, puis tu transmets le message
le message corporatif puis le message business à la personne. Mais en même temps, tu es en avant d'une personne, tu sais qu'elle vient de s'acheter une maison, c'est une monoparentale avec 3 enfants, tu fais le cheap, c'est un maudit temps de faire des annonces comme ça, là. Et je me souviens, à un moment donné, il y a une personne qui m'avait dit, ce que tu es en train de me dire, dans le fond, c'est qu'après 25 ans dans la compagnie me pogne, me prend comme un vieux Kleenex, puis me jette dans la poubelle. Puis évidemment, je n'ai pas dit oui. Mais la réalité, c'était ça. J'ai jamais pris vraiment de temps pour moi. J'en faisais trop. Un cadre est un instrument. Le cadre est un intermédiaire entre la pratique, entre ce qui se fait sur le terrain, entre les opérations et la haute administration, les actionnaires. Souvent, on dit que c'est une courroie de transmission. C'est pas très noble pour la fonction. Plusieurs ont quand même réussi à se dégager une certaine marge de manœuvre parce qu'ils ont quand même la liberté au niveau des moyens. Ils ont la liberté de s'épuiser. Ils ont la liberté de se défoncer au travail. Mais ils n'ont pas la liberté sur les objectifs à atteindre. Les objectifs sont souvent fixés, même en dehors de l'établissement. C'est fixé au bureau chef, c'est fixé au niveau central. Je pense que les cadres donnent beaucoup de temps. Moi, pendant longtemps, j'ai donné 50-55 heures semaine et Léon en donnait plus que ça. Moi, je peux dire que je pouvais aller sûrement jusqu'à 60 heures, certains. Les fins de semaine et tout ça. Mais ça, c'était par mon choix à moi, là. C'est la course au temps mort. Les gens cherchent à maximiser l'utilisation de leur journée, de leur temps de travail. Ça déborde nécessairement en dehors des heures de travail, le soir, les fins de semaine. C'est facilité par le développement technologique comme le portable, comme le cellulaire, comme les courriers électroniques qu'on peut prendre à distance. On passe de plus en plus d'heures au travail, ça nous occupe de plus en plus. Et plus on est occupé et tiré par les préoccupations du travail qu'on ramène à la maison, moins on en donne à nos familles et à nos entourages. Il y a des types de personnalités, c'est sûr, qui amènent des gens à être plus à risque d'épuisement professionnel. On va nommer, par exemple, souvent les personnalités perfectionnistes qui, à une certaine époque, correspondaient vraiment à un modèle de travailleurs très valorisé et qui faisait l'affaire. On aimait les personnalités perfectionnistes. Aujourd'hui, on les épuise. Ce qu'on veut, c'est que les choses aillent vite, pas nécessairement qu'elles aillent si bien que ça. Ce n'est pas tant la qualité du travail bien fait qui devient la norme pour être apprécié dans son travail que produire, sortir la job. Alors, ces personnalités-là vivent beaucoup d'insatisfaction, de frustration, d'impuissance, parce que ce qui était au départ un atout de travail devient une lacune. Je n'ai jamais pris vraiment de temps pour moi. J'en faisais trop. Et je dirais mon perfectionnisme m'a vraiment un petit peu détruit. Moi, je m'étais dit, bon, il y a du travail, il faut le faire. Alors, si je n'avais pas le temps de le faire au travail, mais c'était chez moi, je continuais. Alors, ça faisait comme du travail en plus de mes heures de travail. Quand la mission est possible, là, les cadres sont capables de travailler énormément, de s'investir énormément. Mais quand la mission est impossible, et une des meilleures recettes pour créer un cadre en détresse, c'est d'augmenter constamment ses responsabilités, puis de diminuer constamment ses pouvoirs.
Les gens qui font des burn-out, c'est loin d'être des personnes qu'on considère faibles. Là. C'est des personnes qui, au contraire, partent dans la vie avec un fort potentiel, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence de vie puis de travail. Il y avait le souci de performer, le goût de la perfection, la profondeur de l'engagement, la largeur de vue tout le temps. À un moment donné, tu peux pas tout contrôler, le goût de contrôler, comme ça, c'est une autre belle affaire. Il y a des gens que j'appelle les porteurs d'éthique dans les milieux de travail. Ils continuent, ces gens-là, à vouloir correspondre aux valeurs, c'est souvent des valeurs de solidarité, des valeurs d'aide. On va faire en sorte de donner le plus de services, par exemple. Hein, des gens qui sont arrivés dans un milieu de travail et qui aiment favoriser la qualité des services. Et là, qui sont obligés de toujours prendre leurs décisions en fonction, non pas du service à rendre, mais des coûts. Et là, encore là, on peut le faire pendant quelques semaines, mais pendant quelques années, c'est comme si c'est désagrégé, finalement, petit à petit, tout le sens pour lequel on a choisi ce poste-là. Il y a des signes avant-coureurs d'un état d'épuisement professionnel. C'est souvent le corps qui va donner des signes dans un premier temps. Je me sentais vraiment fatiguée, je dormais plus du tout. Alors, je passais les nuits debout et le lendemain matin, je venais travailler. Ben, la journée type d'un cadre, souvent, elle va commencer la nuit parce que, comme souvent toute personne anxieuse ou dépressive, il y a des périodes d'insomnie et surtout des insomnies terminales, des insomnies en fin de nuit et où là, le cadre commence à penser à sa journée, aux multiples choses qu'il a à faire dans la journée et ça pollue. Ça empoisonne notre vie hors travail. Donc, automatiquement, ça réduit les capacités de récupération. L'insomnie, c'est là où on se rend compte que le travail envahit. On n'est pas capable à ce moment-là de mettre une séparation entre la préoccupation de travail et notre vie. L'insomnie, c'est le signe qu'il y a quelque chose tout de suite à redresser. Je me sentais pas. Il y a des choses à faire, faut les faire. Et à un moment donné, tu perds le contact avec ta capacité de faire. Et c'est comme si tu fonctionnes sur une non-énergie que tu vas puiser à même une sève. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu es vidé, puis il faut que tu continues à rouler. Je n'étais plus capable de faire toutes les composantes de mon travail. J'ai commencé, là, je me souviens, à un moment donné, un horaire de travail à faire. J'avais beau le regarder de tous les sens, mais c'était comme si c'était devenu flou. Et là, j'ai commencé comme à avoir des pertes de mémoire. Quand un cadre tombe malade, avant de tomber malade, il peut entraîner dans son sillon beaucoup d'autres travailleurs. Ils ont moins en moins de jugement. Ils ont des capacités cognitives plus réduites. Donc, ils ont des problèmes de mémoire plus importants. Donc, la difficulté de gérer dans un contexte comme celui-là devient considérable. Et il s'ensuit, de la part des travailleurs non cadres qui sont sous son autorité, sous sa responsabilité, d'autres problèmes de santé mentale. Donc, c'est vraiment comme un effet domino. J'avais tendance à repousser plus loin la décision. J'étais jamais certain. Je manquais pas de jugement. Je manquais d'énergie pour arrêter mon jugement. À un moment donné aussi, c'est tout le plaisir qui disparaît dans le travail. Ça, c'est une étape importante. Tout devient lourd, tout devient une tâche. On se rend au travail et c'est juste la liste des tâches, la liste des obligations, la pression, tout est pris en termes de pression, là. Ce que j'ai vécu, c'est dans l'espace de, je sais pas, 2 ans et demi,
une séparation, 2 déménagements, le décès de ma mère après une agonie de 6 mois. Donc, tu t'en vas regarder ta mère mourir dans la soirée en préparant le repas de la petite à toute vitesse, puis le lendemain, tu es au bureau à 7 heures pour en sortir à 8 heures. Là, à un moment donné, là, ça craque aux coutures. Il y en a trop. C'est comme si on a espéré qu'il n'y avait pas de limite. Et nous, les psychologues, on voit justement les personnes qui arrivent dans le mur, qui frappent le mur et qui ressentent ces limites-là comme des pertes énormes sur le plan de leur valeur personnelle, de leurs compétences, de leur estime de soi professionnelle, parce que ça ne devrait pas exister. Les limites ne devraient pas exister. Si je suis compétent, si je suis intelligent, si je suis un winner, je vais reculer constamment les limites. C'est faux. Tu as vécu toute ta vie à livrer des choses. Tu sais, je livre ma job de père, je livre ma job d'époux, je livre ma job de job, et tu as une tâche, une autre tâche, une autre tâche. Puis, et là, ça devient une espèce de convoyeur avec des marchandises à mettre sur le ruban du convoyeur. Tu perds le plaisir de le faire et tu sais plus que tu n'as plus de fun. La période la plus dangereuse au niveau d'un burn-out, c'est avant de consulter. J'étais isolée comme jamais dans ma vie. Je veux dire, quand on mange dans son bureau, puis que ça nous tente plus de voir personne, puis qu'on ferme la porte, puis qu'on souhaiterait là, être seul, c'est l'enfer. Je veux dire, même les autres, ils voient que tu n'es plus la même personne, donc les gens se sentent comme, je veux dire, incapables de vivre ça. Alors, en même temps, j'étais, je dirais, une honte épouvantable, un grand sentiment de culpabilité. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive à moi, la fille qui était forte? T'es bien tout seul, parce que, et je dis t'es bien, c'est une façon de parler, t'es moins mal tout seul. C'est comme si le moindre contact avec l'extérieur te demande trop. Le contact de l'autre devient comme une agression. Tu te dis, moi, je ne veux plus jouer, je sors. Je sors de l'arène. La période la plus dangereuse au niveau d'un burn-out, c'est avant de consulter. C'est quand on est seul avec soi-même, qu'on sent que tout ce qu'on détenait comme capacité, comme intérêt, on est en train de le perdre. Alors, s'ouvrir quand on est dans cet état-là, ça veut dire montrer sa vulnérabilité. Et la personne est déjà rendue à un niveau de trop grande vulnérabilité, on dirait. C'est honteux. Il ne faut pas que ça paraisse. Contrairement aux autres travailleurs, j'allais dire non-cadres, qui souvent peuvent bénéficier de l'entraide, de la solidarité, de l'esprit d'équipe, du travail d'équipe, les cadres sont foncièrement seuls habituellement. Ils ont une image à respecter. Ils ont l'image du champion, ils ont l'image du gagnant, l'image de celui qui va aller chercher la médaille d'or, l'image de celui qui est capable de gérer le mieux son temps. Donc l'individu s'isole et ne reçoit pas du même coup l'aide des collègues, et cette solitude-là pèse lourd sur l'évolution de la maladie. Il y a des tempéraments qui sont plus enclins que d'autres à accepter de l'aide, parce que tu vas chercher de l'aide quand tu es en faiblesse, puis la faiblesse, c'est pas quelque chose que tu as envie d'accepter pour toi-même. C'est très, comment je dirais ça, très déshonorant à raconter ça aussi. Quand on voit que c'est vraiment un enfer, c'est comme difficile à en parler. C'est comme un brouillard. Tu pédales dans le brouillard. Et tu continues à rouler, puis à un moment donné,
Je pouvais être en réunion avec des gens au bureau, j'avais toujours la même image. Je me mettais un gun dans la bouche, puis je tirais. Je pouvais être en réunion avec 4 personnes, puis même blaguer, puis là, tout à coup, oups, l'image passait. Et j'avais la même récurrence d'une autre image à la maison, où je me voyais suspendu dans un cagibi derrière. C'est pas des images gays, puis c'est pas des... Mais c'était tellement peu lié à une émotion, ou pas du tout lié à une émotion, ce qui faisait que je m'en inquiétais pas. Je pensais que... Et... Puis à un moment donné, ben, je m'en suis inquiété. Moi, je pensais de garder le contrôle. Je me disais, bon, je suis fatiguée. Bon, c'est parce que j'en ai trop fait, mais ça va revenir. En fait, j'ai tout donné ce que je pouvais, mais il était évident qu'à la fin, moi, j'étais quelqu'un qui pleurait un petit peu partout. J'étais rendu quelqu'un qui passait de quelqu'un qui était gai, souriant tout le temps, à quelqu'un qui était triste, mais une tristesse vraiment inexplicable. J'ai appelé mon doc, puis j'ai raconté ce que j'avais vécu, puis ce que je vivais, puis comment je me sentais. Elle m'a fait passer un questionnaire, puis là, elle m'a dit « stop ». Mais là, au travail, j'étais dans un crunch. J'ai pas voulu m'en aller tout de suite. J'ai voulu attendre de régler ça avant. Je pense que pour des gens qui ont des postes subalternes, là, sans que ça soit péjoratif, c'est peut-être moins difficile de lâcher à un moment donné, de se dire je suis plus capable, tu sais. C'est pas toute la boîte qui repose sur tes épaules, là. Mais là, quand t'es tout seul en haut, là. Ça arrivait des fois qu'il arrivait dans mon bureau le vendredi, là, à la fin de journée, puis il disait « Oh, je suis découragé. » Tu sais, il me disait des choses de même en disant... Puis là, c'est comme s'il savait pas trop où aller, comment sortir, comment se trouver des portes de solution. Découragé dans le sens, comment ça se fait que ça s'améliore pas comme on souhaite. Des gestes de non-respect, Léon, ça l'horripilait, là, ça le mettait en rogne. Le monde manque de respect vis-à-vis des usagers ou des résidents. Et il comprenait pas comment ça se fait que ça puisse exister. Je pense qu'il a essayé de gérer ça en bon père de famille. Il a dit, peut-être que je me suis trompée, tu sais, mais j'ai fait ce que j'ai pu, puis ces employés-là, on pouvait pas les pendre sur la place publique. Il a porté un jugement extrêmement dur sur lui, sur ce qu'il avait fait là-dedans, sur sa responsabilité. Et lui, il s'est jugé. Ça a été réglé. Je pense qu'on n'a pas compris. En tout cas, on n'a pas mesuré que là, c'était trop. Ces gens sont très déprimés, sont très souffrants. Et pour enlever la souffrance, le seul moyen qu'ils voient, c'est de s'enlever la vie. Parce qu'ils sont plus capables de vivre dans ce contexte comme celui-là. Et ils ont pas été aidés à temps. De plus en plus, ils vont se suicider en laissant des mots, en laissant une lettre qui indique que la source du problème n'est pas dans la famille, n'est pas dans leur travail, mais dans le travail. Sans compter le nombre croissant de suicides sur les lieux de travail. C'est pas neutre. Autrefois, on n'en voyait pas des suicides sur les lieux de travail. Maintenant, on en voit de plus en plus. Donc, il y a un message derrière cet acte de désespoir qu'est le suicide. Le message est « le travail, dans mon cas, est en cause ». Je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait.
Mais c'était tellement facile aussi après de dire c'est la faute à qui? C'est la faute au DG, là. Tu sais, le gars tout seul en haut, là. Détresse, pas détresse. La détresse d'un chef, ça aimait pas grand monde, hein? Le problème particulier des cadres, c'est qu'ils ont, entre guillemets, une mauvaise presse, dans le sens que on dit qu'ils sont payés, ils ont beaucoup d'argent, les autres, ils gagnent cher, ils ont du pouvoir. Donc, on n'est pas sympathique à leur cause. Donc, ça ajoute au fait que lorsqu'ils se plaignent, on leur dit facilement, règle tes problèmes tout seul. Tu l'as voulu, c'est toi qui as voulu être cadre. On t'a pas forcé d'être cadre, c'est un geste volontaire. Donc, on a naturellement peu de sympathie envers eux. À un moment donné, là, tu te fais dire, t'es en dépression. T'es pas content d'entendre ça. Ça y est, tu rentres dans le camp des losers. L'idée qu'on se fait, c'est t'arrêtes, tu te reposes, tu te retapes, tu reviens. Mais c'est pas ça. C'est t'arrêtes, puis là, tu réalises que tu te maintiens là où t'es, tu sais pas comment, tu sais pas depuis combien de temps, et là, c'est la pente. Et tu penses que tu fais ça, en fait, tu fais ça. Et là, c'est où tu descends, c'est pas drôle. Pour moi, quand je suis partie en congé de maladie, je pensais que dans un mois, je serais de retour au travail et que tout irait bien. Je me voyais pas là, vraiment comme en chute libre telle qu'elle. C'est vraiment quand j'ai craqué. C'est écrit 3 mois sur le papier. Je devais m'imaginer que ça durerait 3 mois, puis qu'après 3 mois, check-moi bien aller. Après 3 mois, j'avais même pas fini de descendre. Ça, c'est une chose qui est très, très difficile pour les personnes en épuisement professionnel, c'est d'accepter que c'est long, la récupération. Elles sont surprises, finalement, quand elles s'arrêtent, de ressentir jusqu'à quel point elles sont épuisées. Parce que tant qu'on est dans le travail et dans l'anxiété, on est dans l'adrénaline. On ne ressent pas jusqu'à quel point on est KO. Ah, des mois et des mois, je faisais rien. Incapable de rien faire, là, rien. Vidé. Chaque mouvement était difficile à faire. Ne serait-ce que de lever le bras, que de marcher, m'habiller. C'est comme si ton corps devenait comme en état gazeux. T'as plus de contour. T'as tellement plus d'assises sur qui tu es que même physiquement, t'as l'impression... Tu sais que tu existes, là, mais tu as l'impression de ne plus avoir de matérialité. Tu sais que tu es inatteignable. Tu sais que pour ton entourage, c'est difficile que tu sois dans cet état-là et tu es impuissant. Tu peux pas faire autrement. Tu n'es pas. Tu te regardes dans le miroir et tu es surpris d'avoir une image. J'ai de la misère à parler de ça. Ça fait un bout de temps, puis c'est tellement... C'est tellement particulier par rapport à ce que c'est que d'être en vie, là. Tu sais, aujourd'hui, je peux me regarder dans le miroir puis me voir un regard. Tu sais, puis de voir l'étincelle qu'il y a dans le fond. Puis là, je pouvais me regarder dans le miroir, puis c'est comme si j'avais à me convaincre que j'avais encore un contour.
Puis aussi, il y a vraiment dans ce contexte-là une perte d'amis. Les gens, je veux dire, je vous dis pas, ils nous fuient, mais comme on a beaucoup changé, ils sont mal à l'aise avec nous. Donc, on vise vraiment encore l'isolement majeur. Donc, c'est comme, il n'y en a plus d'issue, là. On ne voit pas le bout où je pourrais m'en sortir. Peut-être 6 mois. Je sais pas. Où il y a rien, là. Mais même quand il y a rien, il y a les personnes autour de toi, tu sais. Il y avait ma blonde, il y avait ma fille, et le fait d'être à côté d'eux, ça me donne le goût de retenir. Reconnaître que c'est pas normal de donner à ce point-là de soi au travail. Ça prend beaucoup de temps à revenir comme t'étais. Ça prend beaucoup de temps, puis quand tu reviens au travail, t'es pas encore comme t'étais. T'es prêt, il faut que tu y ailles à un moment donné, et si tu y retournes pas, tu reviendras jamais. Mais c'est avec beaucoup d'appréhension, parce que, encore là, les taux de rechute, tu regardes les statistiques de taux de rechute, c'est... t'as peur. Si le contexte de travail, si l'organisation de travail, si le milieu de travail dans son ensemble n'a pas changé, si les mêmes valeurs existent, les valeurs de pousser au maximum la machine humaine, si ça, c'est pas changé, si on n'a pas questionné l'organisation du travail, le retour réussi est très peu probable. Mon retour a créé des surprises. Parce que plusieurs personnes étaient persuadées que je ne retournerais pas. Et c'est important pour moi d'aller me montrer à moi-même, mais montrer également à certaines personnes « I'm back ». Et je suis revenu, en sachant très bien que je me donnais quelques mois pour en ressortir, juste le temps de me prouver que j'étais capable de faire face. J'ai tenté un retour au travail, mais c'est sûr que c'est très difficile quand on retourne travailler après une longue période. Je veux dire, il y a eu tellement de changements. Bien souvent, quand on revient, ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes. Donc aussi, il faut se réadapter. Et même au niveau des lieux physiques, il y a des changements. Alors, quand j'ai tenté de revenir travailler, en plus, j'ai eu des problèmes de santé physique qui ont fait que moi, je ne pouvais pas là, réussir à travailler à temps complet. Là. Alors, j'ai dû retomber en congé de maladie. Là. C'était comme trop là, de pouvoir travailler à temps complet. Quand on parle de détresse psychologique, quand on parle de dépression sévère liée au travail, on fait comme si ça n'existait pas. Encore là, c'est basé sur une fausse prémisse. La prémisse étant que c'est l'individu qui est faible. Donc, on a guéri sa cheville, comme le coureur, on a guéri sa dépression, on l'a remis en selle. Donc, s'il retombe, c'est de sa faute, c'est parce qu'il n'est pas capable de faire la course.
Moi, je pense que si je m'étais fracturé une jambe, il n'y aurait pas eu vraiment de problème. Mais vu que c'est l'aspect psychologique, je pense que ce n'est pas vu du tout de la même façon. C'est vraiment perçu comme une maladie, je dirais une sombre maladie. Et le fait de tomber, c'est pas tomber au champ d'honneur, là, tu sais. Les anciens combattants, quand ils ont une jambe coupée, c'est des héros, mais c'est pas le cas, là, avec ces maladies-là, là, c'est comme... il est pas tough. Et t'es tagué, là, quand tu reviens. C'est moi qui embauche, alors je savais que ce qui avait été... Puis il y a des gens autour de moi qui le savaient, qui m'ont dit « T'as pas peur » ou c'est un facteur à considérer. Puis je me suis dit, les qualités qu'il a présentées à l'entrevue, son expérience, c'est ce qu'on a besoin. Je savais pourquoi je l'embauchais, quelle était la tâche. Lui fait part de ses défis rapidement et ça a cliqué. C'est un bon partenaire d'équipe, c'est un gars qui est à l'écoute. Je pense que son expérience l'a rendu beaucoup plus vigilant sur lui-même, beaucoup plus à l'écoute de lui-même, puis plus capable d'arrêter quand les signaux se manifestent. J'ai confiance en lui. Je pense que je suis une meilleure personne et un meilleur cadre que je l'ai été. J'ai une certitude, je vais faire un petit vieux moins con que si j'étais pas passé à travers de ce que j'ai passé. Je pense que je suis un meilleur humain. Je pense que j'aurai toujours l'image d'une perte d'âme. Parce que suite à une dépression, c'est tellement comme mal vu que ça donne un petit peu l'image de quelqu'un qui est faible et fragile. Alors, c'est quelque chose que je pense que je désire vraiment oublier pour passer à autre chose, de me servir plutôt des erreurs passées pour pouvoir avancer. Mon travail, je l'adorais. Alors, pour moi, j'ai toujours hâte de réapprendre et d'être vraiment active dans la société. Je pense qu'il faut donner la chance aux gens. Puis Pierre, je me suis dit, on va voir comment il va travailler, on va voir comment ça va se déployer, comment il saisit les défis, les enjeux. Puis il a livré. Alors, c'est ça qui est important, c'est comment il livre, puis comment l'équilibre est conservé là-dedans. Il y a des choses professionnelles qui font encore énormément, mais il y a des batailles professionnelles qui ne valent plus le coup et je les mène plus et ça ne me rend pas moins efficace. Tant qu'on n'a pas vécu nos limites, on continue à vouloir aller voir jusqu'où je peux aller. Il faut reconnaître que c'est pas normal de donner à ce point-là de soi au travail. Ça fait pas partie, à mon avis, des valeurs qu'on a reçues ni des valeurs qu'on veut transmettre. Oui, le travail est important, mais se tuer au travail, c'est sûrement pas quelque chose qu'on veut transmettre à nos enfants.
Les grands reportages vous ont été présentés par GM.